Bonjour et bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting et aujourd'hui j'ai l'honneur et surtout le grand plaisir d'avoir pour invité Muriel Tramis qui est une pionnière. Pionnière parce qu'elle a eu un énorme impact dans le monde du jeu, du numérique, des logiciels ludo-éducatifs, mais aussi de la façon d'apporter quelque chose, un angle, une vision différente dans le domaine du jeu, mais également de l'écriture. Et Muriel, qui est une femme ingénieure, mais aussi qui a un profil assez atypique, autant scientifique que littéraire, mais aussi créatif, curieuse, et avec vraiment une envie de créer, de partager, de passer aussi des messages à travers ce qu'elle crée, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'interviewer parce que en plus de son parcours qui est vraiment impressionnant parce qu'elle a travaillé aussi sur des logiciels éducatifs très connus, donc ludo-éducatifs même précisément très connus comme Adi, Adibou, avec lesquels moi j'ai grandi, et aussi elle a reçu la Légion d'honneur en 2018, donc vraiment c'est quelqu'un qui va partager sa vision des choses, également de son processus de création, les projets sur lesquels elle a travaillé, son parcours, il y a beaucoup de choses à apprendre, sa vision également de la société, de l'histoire, parce qu'on parle aussi d'histoire, notamment l'histoire de la Martinique et des Antilles, et on va parler aussi de contes, de légendes, bref, pas mal de sujets, mais toujours autour de quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est la passion. Parce que Muriel est passionnée par ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait plusieurs casquettes et qu'elle arrive à apporter à travers ses projets réellement de beaux messages, mais aussi avoir des créations qui pour moi vraiment ont marqué l'histoire du jeu et des logiciels ludo-éducatifs. Dans cette interview, dans cet échange, on revient sur son parcours, mais aussi les leçons qu'elle a pu tirer et son processus qu'il y a derrière. Ça peut aider tous ceux qui sont créatifs, créateurs, auteurs, qui ont envie de se lancer dedans, qui ont envie de créer, que vous soyez passionné ou pas par le jeu, vraiment comme j'aime dire, c'est toujours agréable d'écouter des gens passionnés. Petite chose, je m'excuse pour ceux qui verront en vidéo, pour les petits soucis techniques au niveau du cadrage. On a eu un souci avec les retours, elle voyait pas le retour, moi je croyais que c'était bien cadré, c'était pas le cas, et puis parfois le son est peut-être pas au top. Voilà, on a fait au mieux, j'ai quand même voulu le partager malgré les imperfections techniques qu'on a essayé de rattraper, mais en tout cas profitez, il y a aussi des illustrations par-dessus pour la partie vidéo, et pour ceux qui écoutent en audio, j'espère quand même que vous allez pouvoir profiter de tout ça, et je pense que vu que c'est tellement riche et il y a tellement à dire sur le parcours de Muriel et des points aussi que j'ai peut-être envie d'approfondir par la suite, peut-être qu'on fera une prochaine partie, cette fois-ci on pourra échanger en direct, peut-être en Martinique d'ailleurs, donc voilà, profitez au maximum de l'interview et surtout de ce parcours vraiment inspirant, et on se retrouve à la fin. Alors, merci Muriel d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Comment ça va Muriel? Ça va bien, toi? Super, c'est un honneur pour moi de t'avoir dans le podcast, de te recevoir, parce que nos chemins se sont croisés il y a à peu près 10 ans de ça, je crois. Tu avais des super projets, j'avais été impressionné par ton parcours, et t'es vraiment pour moi une pionnière dans le domaine du jeu, du numérique, du digital, et je pense que tu as beaucoup d'expérience à partager avec les personnes qui nous suivent. Et je vais rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette voie, qu'est-ce qui t'a mis dans ce bain? En fait, tu fais bien de remarquer, je suis plus toute jeune, donc j'ai une trentaine d'années de carrière professionnelle et assez variée d'ailleurs. J'ai été tour à tour salariée dans une grosse boîte, ensuite auteur de logiciels indépendante, puis salariée à nouveau dans une plus petite boîte, puis entrepreneur moi-même. Donc, en fait, à la base, je suis ingénieure. J'ai une formation d'ingénieur en généraliste, on va dire, avec une spécialité dans les automatismes, qui m'a conduit à l'informatique. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Parce que quand je te présente et tout, il y a des noms qui reviennent, on va parler après, qui sont assez connus et tout, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours, quelle a été ta voie par l'ingénierie et compagnie? J'ai eu 3 vies professionnelles et là, je suis au seuil de la 4e. Pour tout te dire, j'ai commencé ma carrière de façon très sérieuse dans l'armement. Donc, toute jeune diplômée de l'ISEP, mon école d'ingénieur. Je suis entrée à l'aérospatiale et dans un département qui fabriquait des missiles. Et j'étais affectée au département des drones pour entraîner les missiles. Donc, la programmation, j'étais programmeuse au départ, programmation de drones militaires. Voilà, quelque chose de très, très sérieux. Oui. Et tout de suite m'a causé des états d'âme
Donc, je travaillais sur des armes, donc c'était pas très pacifique. J'ai eu envie de changer d'orientation sans trop savoir ce que j'allais faire. J'ai donné ma démission et j'ai fait une formation complémentaire en marketing. Donc, pour voir d'autres aspects de l'entreprise. Et c'est à la faveur de mon stage de marketing que j'ai rencontré Code Télévision, qui était un petit studio qui démarrait la commercialisation de logiciels éducatifs. Et j'ai proposé donc un stage de marketing assez classique. Enfin, pas si classique que ça, puisque c'était l'étude de la motivation et des freins à l'usage des palettes graphiques dans les agences de com ou dans les PME. Donc, c'était le début des palettes graphiques, c'est-à-dire qu'on commençait à dessiner par ordinateur. C'était dans quelle année, ça? Ça, c'était dans les années 85-86, après 5 ans d'aérospatiale, 86. D'accord. Ah oui, c'était vraiment des choses assez avant-gardistes, je trouve. Absolument. Ouais. Et donc, comme cette petite boîte faisait des adaptations de romans classiques, par exemple 20 milieux sous les mers, il faisait aussi des éducatifs d'histoire, l'histoire de France, le Moyen-Âge, etc. J'ai proposé mon propre scénario sur l'histoire des Antilles. C'est comme ça que Mes Willows, mon premier jeu vidéo, est né. Donc, mon éditeur a tout de suite été emballé par l'idée. Il m'a dit, bon, bah, écoute, je te donne un ordinateur, un logiciel auteur, et tu programmes tout ce que tu veux tranquillement. Il m'a donné une pièce à moi tout en haut dans le grenier de la boîte qui était en fait une maison individuelle. Tu sais, comme quand on commence une boîte, on travaille dans sa cuisine, dans le salon, enfin, toutes les pièces étaient utilisées. Et moi, j'étais au grenier. Et je programmais mes Milo pratiquement 24 heures sur 24 et même la nuit. Je me souviens qu'à l'époque, c'était des compilations qui prenaient des temps énormes. Et je dormais à côté, bercé par le bout de la compilation de mon ordinateur. Et puis, petit matin, je découvrais le nouveau programme, je testais et je corrigeais et ainsi de suite. Voilà, ça a été comme ça mon premier jeu. Et après, donc, j'en ai fait d'autres, hein, c'est-à-dire que mon éditeur m'a mis sur d'autres projets, et les miens plus d'autres. Et puis, j'ai travaillé comme ça 15 années au sein de Code Télévision. Ben, après, bon, il y a eu plein de problèmes comment dire, techniques, politiques, parce que Petit Studio Code Télévision a été absorbé à la faveur de fusion, de rachat et tout ça est devenu Vivendi Universal, le tentaculaire Vivendi Universal. Et puis, tout ça s'est effondré comme un château de cartes. Et on a plus ou moins été poussé dehors par les nouveaux arrivants, les nouveaux actionnaires. Et donc, le studio Cocktail a fermé ses portes. Et j'ai trouvé là l'occasion de revenir au pays. Tout ça, ça s'est passé en France. Revenir au pays, en Martinique, pour créer ma propre entreprise. Donc, ça a été ma troisième vie professionnelle. Là, j'ai créé une entreprise de réalité virtuelle, mais appliquée à l'urbanisme. C'est-à-dire pas encore avec les lunettes 3D ou les gants de données, mais une immersion comme si on y était à hauteur de piéton. Voilà. D'accord. Donc ça aussi, ça a duré une quinzaine d'années. Et puis, c'était pas assez créatif, donc j'ai décidé de revenir à mes anciennes amours, le jeu vidéo. Et c'est cette quatrième vie que j'entame aujourd'hui, avec un nouveau jeu, mais il faut que je réapprenne tout, le modèle économique a changé, les goûts des joueurs a changé, tout a changé, donc il faut que je réapprenne tout ça. D'accord, mais c'est vrai que le monde du jeu a beaucoup évolué et je voudrais revenir sur un des projets qui est quand même assez connu et qui, moi j'ai grandi avec, ma génération, enfin moi je suis de 87, donc quand tu parlais des débuts, là, moi j'étais même pas encore né et dans ma jeunesse, entre guillemets, c'est marrant de dire comme ça, quand j'étais petit, j'ai eu le logiciel Adibou et après Adi. Et je voulais savoir justement quelle a été ta part sur ce projet et comment tu as vécu ce projet que beaucoup de personnes connaissent, je pense, et qui est peut-être l'un des plus connus sur lesquels tu as travaillé. En fait, quand je suis arrivée à Code Télévision, donc en 86, j'avais deux lignes éditoriales. Le jeu, avec mes Willow, Freedom et les autres qui sont, on reviendra si tu veux. Et puis, une ligne éducative, j'ai proposé une gamme éducative de maths qui s'appelle la bosse des maths. Parce que j'avais détecté que les mathématiques étaient un frein, surtout pour les jeunes femmes, à intégrer une carrière scientifique et technique.
C'est toujours un frein d'ailleurs, les mathématiques. Donc, je me suis dit, on va démocratiser ça et on va faire des jeux autour des mathématiques. Alors, ça s'était jamais fait, ça se faisait pas en France d'ailleurs, parce que mon Dieu, on joue pas quand on apprend, c'était vraiment très très fermé le jeu à l'éducatif. Et la bosse des maths a eu un succès fou, c'était pour les collégiens, 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, il y avait un scénario de Joe le Domadia qui avait perdu sa bosse, la bosse des maths. Et plus on faisait on allait affronter ses ennemis, la baleine à bosse, etc. Et plus on faisait des exercices, c'était des prétextes à faire des exercices, plus on réussissait les exercices, plus la bosse de Joe augmentait. Donc, c'était le petit challenge, je travaille et je joue en même temps. Voilà. Et ça a marché du feu de Dieu. Ça a eu un succès fou, pas seulement auprès des éducateurs, mais des apprenants eux-mêmes, qui plébiscitaient, qui jouaient volontiers à la bosse des maths. Alors, mon éditeur, Roland Asquian, s'est dit, devant le succès de la bosse des maths, il s'est dit, il y a la place là pour créer un concept de jeu, tout un concept qui irait de la boîte du jeu à la méthode pédagogique à l'intérieur. Donc, on va s'asseoir autour d'une table avec des pédagogues, des ergonomes pour pouvoir créer un concept. Et c'est là qu'est né ADI, pour accompagnement didacticiel intelligent. Alors, on a commencé par le primaire et le collège, c'est-à-dire à partir du CE1, CE1, CE2, CM1, CM2, puis la 6e, 7e, 4e, 3e. Donc, ADI était un personnage virtuel. C'était la première fois qu'il y avait un personnage virtuel dans un éducatif qui établissait un lien affectif à l'enfant. Avec l'enfant, il était très bavard, parce qu'il était réglé sur des règles d'intelligence artificielle. Il s'adaptait. Je m'en rappelle, il parlait beaucoup, oui. Voilà, qui s'adaptait au niveau de l'enfant, ce qui faisait que le parcours n'était pas le même pour deux étudiants de joueurs différents. Et ça, c'était le premier principe, lien affectif, et puis jamais censeur, c'est-à-dire qu'Ali était toujours aimable, il pouvait te dire 36 fois la même chose, sans perdre son calme, sans s'énerver, évidemment, puisque c'est un personnage virtuel. Et puis, si tu avais de mauvais résultats, il te disait pas, non, t'es nul, etc. Il te disait, c'est pas grave, t'es un peu fatigué, mais attends, on va jouer. Et le troisième succès, règle du succès, c'était qu'il y avait des jeux, des vrais jeux à l'intérieur du produit qui étaient débloqués au fur et à mesure qu'on avait. Pareil, c'est la carotte et le bâton. Enfin, c'est plutôt la carotte que le bâton, jamais le bâton. Plus on avait des points, plus on réussissait ces exercices, et plus les jeux étaient débloqués. Donc, il y avait les deux. Et ça a été une révolution dans l'éducatif parce que le jeu était avant ça très sérieux. Il y avait des jeux qui étaient, disons que les éditeurs de livres comme Nathan faisaient effectivement des logiciels éducatifs, mais c'était toujours très sérieux, très rébarbatif. Alors qu'avec Côté Vision, on a été les premiers à faire des animations et à vraiment penser au plaisir de l'utilisateur, en l'occurrence l'enfant. Donc, beaucoup d'animations, beaucoup de dialogues, de discussions, des thèmes d'éveil. Par exemple, on arrivait dans la chambre d'Adi, qui était censée être la chambre de l'élève, et on avait tout un tas d'activités dans cette chambre. Donc, on pouvait cliquer un peu partout et déclencher. Si on cliquait sur le télescope, on avait des animations sur le système solaire, etc., etc. Voilà. Et ça, c'était Adi, donc, qui a super bien marché. Et du coup, on s'est dit, il y a de la place pour faire un produit pour les plus petits encore, ceux qui ne savent pas lire. Et c'est comme ça que Adibou est né. Donc, Adibou s'adressait aux maternelles, aux élèves de maternelle qui ne savaient pas encore lire et compter et qui avaient des activités d'éveil, encore plus, avec la possibilité de faire pousser, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, de faire pousser ses fruits, ses légumes dans son potager, de faire des recettes de cuisine en mélangeant un peu tout et n'importe quoi. Il avait des personnages qui l'entouraient, comme Plop le chien, comme Bouzy Boulum, celui justement qui aimait les recettes de gâteaux dégueulasses, et Robitok, Robot aussi. Enfin bon, il y avait plein d'animations, ça bougeait dans tous les sens, et puis Adibou était encore plus bavard qu'Adi. Et ça, c'est ça, je pense, qui a contribué, enfin, je suis sûre, au succès d'Adibou, en fait, de cette gamme, finalement. Voilà, tu sais tout.
Tout à fait, et c'est passionnant de voir ce qu'il y a derrière parce que j'ai été utilisateur de ça et je me rappelle de la chambre où, comme il y avait les mêmes mécaniques dans les point and click, donc les jeux qui consistaient à faire des recherches sur l'écran, cliquer, etc., avec la souris, et on pouvait jouer, aller en faire même des cours en ligne. Je me rappelle qu'il y avait aussi une partie online où je pouvais Il y avait des me classes connaître. virtuelles. On a C'est été ça. à faire des classes virtuelles, effectivement. Et c'était tellement Et bien fait, c'était automatisé que beaucoup d'enseignants nous disaient quels enseignants il y a derrière en direct. Il n'y a personne en direct, tout ça a été préprogrammé. Et il y avait des heures où on venait, enfin, je ne sais pas si tu te souviens aussi, on pouvait réserver des créneaux horaires et on arrivait dans la classe et il y avait donc plusieurs élèves qui étaient représentés par des avatars. Hein, il fallait créer son avatar au départ. tout à fait, oui. Et puis, il y avait toujours des perturbateurs. En fait, c'est toujours pareil, des robots virtuels, en fait, des personnages virtuels qui étaient là pour perturber la classe, qui envoyaient des bombes, etc. Et qui animaient un petit peu la classe. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce que je me suis dit, même dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui avec les cours virtuels et tout, ça aurait été tellement intéressant de réintégrer des mécaniques comme ça avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Et c'est maintenant que j'y pense et je me dis vraiment que ça motivait et que au-delà de l'aspect sérieux, il y avait un vrai aspect ludique et on apprenait tout en s'amusant. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment avant-gardiste. Tout à Et fait. oui, Il y a des projets d'ailleurs qui sont en cours là, qui essayent de reprendre la même technique du jeu finalement. On va jouer d'abord et on apprendra forcément à l'occasion du jeu, du divertissement. Il y a des projets en cours en ce moment, en effet. Je ne bah, vous le nom assez prometteur. bah, c'est super, bah, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est intéressant de voir toutes les mécaniques derrière cette évolution des jeux serious game, comme on peut les appeler, mais en même temps, tous les mécaniques ludo-éducatives. Et dans tout ça, moi, j'aimerais savoir, vraiment, je suis assez curieux, à savoir qu'est-ce qui t'a vraiment, vraiment le plus passionné dans ces projets et qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça? Bah, faut voir que j'y suis arrivée un petit peu par hasard, par tâtonnement. En fait, je me suis laissée guider par mon désir de m'épanouir plutôt que de travailler. Et je crois que c'est à la réflexion comme ça, quand je regarde en arrière, je vois que c'est à la conjonction de plusieurs choses. C'était inévitable, c'était écrit. Déjà, mon goût pour, la science-fiction, deux, pour la lecture, trois, pour le jeu. Parce que depuis petite, je joue aux jeux de société. Et ça, avec le métier vers lequel je me suis tournée, peut-être un petit peu aussi par hasard, l'informatique, finalement, ça devait arriver, que je sois chef de projet de jeux vidéo et que je conçoive des scénarios. Finalement, c'est logique. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi, revenir sur ta partie, quand tu parles de concevoir les scénarios, tu es aussi auteur, c'est bien ça? Mm-hmm. Tu es auteur et par rapport à ça, ben, je voudrais passer aussi sur tes parties projets d'auteur et savoir sur quel projet déjà tu as travaillé en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu as pu écrire concrètement? Eh bien, écoute, j'ai commencé, donc mon premier jeu, comme je citais tout à l'heure, Né Willow, était une espèce d'exploration de la société créole moderne. Donc, on était amené à rencontrer des personnages typiques de la société créole, sauf que je l'avais situé à Saint-Pierre, avant l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit la ville. Donc, Oui, c'était une société moderne, mais enfin, du début du XXe, on va dire, hein, avant la catastrophe qui a eu lieu en 1902. Donc, c'était un prétexte à se promener dans la ville, dans la société créole et de découvrir les différentes strates de la société. Voilà, c'était en fait, comment t'expliquer ça? J'étais loin de ma Martinique natale, hein. J'étais en France depuis une dizaine d'années déjà. Mes études plus mon passé à l'aérospatiale, enfin mon premier job à l'aérospatiale. Et peut-être que le pays me manquait et j'ai eu envie d'écrire sur cette histoire qui était méconnue et encore peu connue aujourd'hui, de nos jours. oui. Que je n'avais pas découvert à l'école. Je ne sais pas pour toi d'ailleurs comment tu as été scolarisé, mais ce que j'ai appris à l'école, puisqu'on dépendait de l'Académie des Bordeaux, l'Académie des Antilles n'existait pas encore, donc j'ai appris le programme de France, l'environnement de France, le chêne et le roseau, le loup, la belette et c'est quoi déjà? Et le renard? Le Le loup, renard, oui.
euh, l'hiver, enfin les 4 saisons, et pas du tout mon environnement, ni mon histoire, tous les rois de France, le Massif central, et tout, et tout, et tout. Mais pas mon environnement, je n'ai pas appris ça à l'école, si tu veux. Nous, Donc, on l'a intégré, même, j'ai pas eu officiellement, mais j'ai eu quand même des professeurs qui l'ont intégré parce qu'ils avaient envie de nous le transmettre. voilà. Donc, je ne sais pas, ça s'est fait petit à petit. D'abord, on a eu notre propre académie en 75, et ensuite, les programmes ont été aménagés progressivement. Donc, c'était peut-être cet environnement, je l'ai découvert sur le tas déjà avec mes parents, avec mon père à proprement dit, qui me parlait beaucoup de la nature, qui me faisait observer la nature. Et, Patrick Chamoiseau, et que j'ai, comment dire, qui était un ami d'adolescence, qui commençait déjà à écrire et à parler de cette écriture en pays dominé, voilà, c'est comme ça qu'il disait. Et ce bouillonnement créatif qu'il y avait en nous, mais dû à cette espèce de schizophrénie qui était inévitable, puisqu'on nous parlait d'un environnement qui n'était pas celui qu'on voyait. On nous parlait d'une histoire qui n'était pas la nôtre. Donc, il y avait une recherche à faire et il fallait se satisfaire de ça. Il fallait trouver notre identité à travers ça. Voilà, donc cette révolution, on va dire, culturelle, je l'ai faite donc, à mon âge adolescent. Et ça m'a certainement poursuivi après et m'a donné envie de créer dans ce domaine-là. D'accord. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Saint-Pierre, donc l'époque avant la montagne Pelée, c'était pour la Martinique vraiment la ville principale, là où se faisait tout le commerce, et vraiment l'éruption a tout chamboulé et a fait que tout a fait centré sur Fort-de-France et vraiment il y a eu un avant, un après sur la culture antillaise, enfin martiniquaise. Donc oui, c'est vrai, c'était la capitale des Antilles à l'époque et il y avait un commerce. Bon, tu me diras, quand on fouille un petit peu, on se demande s'il faut en être fier. C'est un commerce oui, bien sûr. Dans la culture de la canne à sucre, donc la fabrication du sucre puis du rhum, qui perdure encore aujourd'hui, puisque c'est une des richesses qui perdure encore dans les Antilles aujourd'hui. Mais tout était basé sur cette monoculture et puis la déportation de travailleurs depuis l'Afrique pour pouvoir cultiver cette canne à sucre. Oui. Et dans cette histoire, je sais que tu aimes beaucoup les contes et des Antilles, l'histoire vraie, mais aussi les légendes. Est-ce il y a un conte, une légende qui, toi, te marque et qui peut être une belle métaphore de leçon de vie? Bah, écoute, c'est vrai, j'ai écrit mes propres contes créoles et cruels. J'ai écrit 13 contes parce que j'ai recherché l'origine de nos personnages typiques. J'ai toujours entendu parler du cheval à 3 pattes, du soucougnan, du doris, du chien fait, de la maman de l'eau et tout ça. Et j'ai recherché les origines de tout ça que je n'ai pas vraiment trouvé. Le cheval à 3 pattes, je ne sais pas d'où vient cette légende. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais écrire mes propres légendes, enfin mes propres origines. Je vais les imaginer et je vais écrire mes propres histoires à partir de ça. Donc, j'ai écrit 13 contes comme ça. Et puis, j'en ai écrit un 13e qui, lui, c'est une histoire que mon père m'a racontée. C'est peut-être ce conte qui m'a le plus frappé. C'est l'histoire de, je ne sais pas si tu as entendu parler, de Jean Fine, Gros Boudin et Grosse Tête. Donc, non, je ne connais pas. trois garçons un conte assez moralisateur, hein, un trop gourmand, un trop suffisant, la grosse tête, et un qui est trop pressé, quoi, trop pressé par quelque chose, comme dit le proverbe. Donc, un conte qui les met en difficulté tous les trois. Il y en a un qui se gave de goyave et qui tombe du goyavier et il meurt. Grosse tête, après avoir envoyé des goyaves à la tête de grosse tête qui lui demandait de descendre de l'arbre tout de suite. Et la tête de grosse tête explose. Ensuite, il y a Jean-Philippe qui arrive sur ses entrefaites et il court tellement vite pour prévenir ses parents que ses jambes se brisent. Ils meurent tous les trois. Et, le conte s'arrêtait là. Alors, c'était la morale. Il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas être trop ceci, il ne faut pas être trop cela. Alors, j'ai trouvé que j'avais gardé ça en tête, quoi. Et j'ai trouvé que ce conte était trop moralisateur et je lui ai écrit une suite. Alors, la suite, c'est celle-ci. C'est que Diable, c'est Dieu qui a puni les trois garçons. Diable arrive sur ses entrefaites. Alors, je ne dis pas le diable, je dis diable, parce qu'on dit Dieu, alors diable, avec un D majuscule. Il arrive sur ses entrefaites, il voit l'œuvre de Dieu. Alors, il se dit, ah ben non, comme il passe son temps à défaire ce que Dieu a fait et vice-versa, il se dit, ben, il ressuscite les trois garçons.
Et les trois garçons rentrent chez eux, tranquillos. Et puis finalement, ils se corrigent. Alors, grosse tête cesse d'être suffisant, il devient gourmand. Gros boudin cesse d'être gourmand, il fait du sport, il devient véloce, il devient ses jambes s'affinent. Et jambes fines devient gros boudin. Donc, et les trois, ils repartent dans la même histoire qu'au début. Gros-Boudin, le nouveau Gros-Boudin monte dans le boyavier, il s'empiffre, etc., etc. Et les trois meurent de la même façon, mais pas les mêmes, puisqu'ils ont changé. Et Diable arrive à nouveau sur ses entrefaites et il soupire, et puis il dit, bon, ben, finalement, on va laisser comme ça. Et puis, la morale de cette histoire, c'est que finalement, dans cette bataille qui est entre Dieu et Diable, c'est toujours les humains qui trinquent. Voilà. Mon histoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est vraiment intéressant et c'est une belle morale sur aussi certains des vices qu'on peut avoir. Donc c'est, j'aime bien, j'aime beaucoup la métaphore. Mais je connaissais pas le conte original. Et ouais, bah oui, peu de gens connaissent en effet. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de contes que nos grands-parents nous racontent, nos parents, l'entourage, aux Antilles, qui nous font peur, qui font que la nuit, parfois on rentre, on a peur, surtout quand il n'y a pas de lumière. Et puis c'est bien aussi d'avoir d'autres histoires. Je ne sais pas si c'est encore vivace. Hein. Il y a, comme disait quelqu'un de mon entourage, il y a trop de lumière maintenant dans les campagnes. Oui, et ça dépend quand même des zones, parce que je me suis déjà retrouvé dans les endroits où il faisait très sombre. J'étais assez étonné. C'est encore, c'est bien hein, si ça existe. Dans ces zones-là, au moins, on peut voir le ciel. On peut voir des étoiles dans le ciel, parce que la pollution lumineuse, c'est quelque chose qui nous empêche de regarder vers le haut. Tout à fait. Oui. Et pour finir sur les histoires de contes, d'ailleurs, les 12 contes, les 12 autres contes créoles et cruels se terminent tous de façon très cruelle d'ailleurs, parce que tous les contes, comme tous les contes, c'est cruel. Mais il y en a un surtout, j'ai fait des recherches quand même si je n'ai pas retrouvé les origines, je les ai inventées. Mais j'ai découvert une chose, c'est que le Dorlis, c'est quelque chose qui est basé sur, en fait, c'est une excuse bien commode pour masquer l'inceste. Parce qu'on dit que le Dorlis, c'est un monstre, une créature qui s'introduit dans le lit des jeunes filles pour les violer à leur insu, etc. Mais en fait, ça déguise le beau-père qui vient violer sa belle-fille ou autre. Hein. Donc, ce sont des excuses bien commodes pour masquer tout ça. Voilà. Et ça n'existe pas seulement dans la société créole, ça existe dans toutes les sociétés en réalité. D'ailleurs, on en parle beaucoup de l'inceste aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Les langues se délient un peu. Voilà, nous, on a notre personnage mythique qui représente ça. D'ailleurs, la majorité des contes, comme tu l'as dit, hein, on a les contes des Antilles, mais aussi il y a pas mal de contes tous les contes qu'on voit que Disney a repris, mais finalement qui ont rendu ça très lisse. Les originaux sont très 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 durs et ont toujours des leçons basées sur le fait de l'inceste, pas faire confiance à n'importe qui, plein de leçons de vie qui sont assez cruelles et qui, je pense, aujourd'hui seraient politiquement incorrectes. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, par rapport à tout ça, j'aimerais savoir, en plus de la partie écriture et tout ça, est-ce que dans tout ce parcours, j'aimerais savoir si tu as vraiment rencontré aussi On a parlé du parcours et de ce que tu as fait. S'il y a un échec que tu as vécu, quelque chose, peut-être un challenge, échec, et si tu as derrière tiré vraiment une leçon par rapport à ça, parce que j'aime bien chez les invités partager aussi des galères qu'ils ont pu rencontrer. On parlait des contes qui se finissent mal, mais là si t'es encore là, je pense que ça finit plutôt bien. Mais les échecs sur lesquels tu as eu des belles leçons. Ah oui, ça n'empêche pas d'avoir eu des échecs, hein, puisque comme tu dis, j'ai eu plusieurs vies. Un échec qui s'est transformé en succès. D'accord? Yes, parfait. Eh bien, c'est mon dernier jeu d'ailleurs, Urban Runner. J'ai eu envie de créer un jeu avec des images réelles, complètes. Alors là, c'était un super challenge parce que jusqu'ici, on filmait des personnages sur fond bleu, donc on intégrait dans des décors dessinés, mais on n'avait jamais fait de jeu complet en images réelles. Alors j'ai eu envie de faire ça, donc j'ai proposé à mon éditeur qui m'a dit OK, tu trouves le réalisateur et puis tu fonces. Si tu as un scénar qui va dire oui, j'ai un scénar, etc. Et j'ai cherché un réalisateur et j'en ai trouvé un. Ça s'est passé à l'époque des vacances, je me souviens. Il faisait hyper chaud en juillet-août. Et pourquoi il y a eu échec? C'est parce que il n'a pas compris ce que c'était qu'un jeu. Donc,
qu'est-ce que c'était que l'interactivité. Donc, il a tourné plein d'images. Et même, chaque fois que je voulais venir sur le plateau, regarder comment il tournait et tout, il me donnait pas, j'avais pas voix au chapitre, en fait. Il me donnait pas la parole, il me disait, laisse faire le spécialiste, c'est moi le réalisateur, c'est moi qui dirige les acteurs, c'est moi qui fais, c'est moi, et tu verras après. Et à la fin du tournage, au bout de 2 mois d'été, juillet, août, on s'est retrouvé avec un paquet de rushs, donc des bouts de films à gauche et à droite, dont on ne savait pas quoi faire. Parce que ça n'a pas été pensé dans l'idée de réaliser un jeu avec. Donc, je suis allée voir mon éditeur en lui disant, ben, on a plein d'images, mais c'est pas exploitable. Alors, bon, j'étais pas fière de moi, hein, ça veut dire que j'avais pas réussi à faire de la direction de projet, quoi, finalement, et même de l'écriture interactive comme j'avais l'habitude avant. Parce que avant, je maîtrisais en fait les images, la création des images, puisque c'est moi qui pilotais. Mais là, non. Alors, bon, j'étais très très contrite, j'étais même très chagrinée, et j'ai très très mal vécu cette période, je me souviens. Et il m'a dit bon ben écoute, c'est pas grave, on va chercher un autre réalisateur et puis on va essayer de compléter, d'exploiter les images qu'on peut. On va en prendre, on va garder celles qu'on peut et puis on va compléter pour faire quelque chose de bien. Et alors, je ne sais plus comment on a trouvé ce nouveau réalisateur, mais bon, toujours est-il qu'on l'a trouvé. Et là, il s'est engagé à un vrai dialogue entre lui et moi. Lui, il a consenti à discuter et à essayer de comprendre ce que c'était qu'un logiciel interactif, plutôt une histoire interactive. Ça veut dire qu'il faut s'interrompre à un certain moment pour donner la main à l'utilisateur. C'est pas, on maîtrise pas le rythme comme dans un film. Dans un film, tu maîtrises le rythme quand tu es réalisateur. Tu as des moments forts, des poursuites, etc. Puis des moments plus cool ou des discussions avec les personnages et ainsi de suite. Tu maîtrises complètement le rythme. C'est toi qui fais le truc. Alors que dans un jeu, il faut de temps en temps donner la main à l'utilisateur, sauf si tu fais ce qu'on appelle aujourd'hui du jeu narratif. Oui. D'ailleurs, on sent bien qu'il y a cette ambiguïté, cette difficulté, qu'il faut raconter une histoire, mais en même temps, il faut donner la main à l'utilisateur, etc. Donc, c'est ce que fait beaucoup aujourd'hui, en plus connu, David Cage. Absolument. Absolument. Oui. D'ailleurs, vous avez un point commun, on en parlera après. Mais je prétends qu'il y a une façon de faire que j'ai mis en œuvre que nous avons mis en œuvre, je ne peux pas me réserver la balle à moi toute seule, que nous avons mis en œuvre, Boris, il s'appelle Boris, non pas Boris, Sylvain et moi, qui permet de pas faire que de la narration, mais vraiment d'être au cœur de l'action et de donner la main de temps en temps avec une écriture. Par exemple, le joueur fait une action, on a le personnage qui va faire l'action, donc la caméra le montre. Ensuite, il y a un contre-champ où comment dire, il regarde, on voit de ses yeux, puis il actionne. Enfin bon, il y a un langage qu'on avait trouvé là, qu'on a mis dans Urban Runner et qui est magnifique. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire là qu'on peut perfectionner. Donc, ça a été mis en œuvre dans Urban Runner, qu'on a remonté et qui a donné, enfin, qui était plutôt honorable, mais malheureusement, le premier réalisateur a attaqué la télévision, ce qui fait qu'on n'a pas eu le droit. Il y a eu des arrêts, comment on appelle ça, c'est pas un arrêté, enfin bon, il nous a interdit d'éditer, en tout cas en France. Donc on n'a pu que éditer dans les pays étrangers. Donc il a fallu adapter, changer la langue et tout, et adapter dans les pays étrangers. Et Urban Runner n'est jamais sorti en France en tant que tel. Seulement, on peut le trouver sur les Let's Play, sur YouTube. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué et qui donnent leur avis, qui montrent. Même il y en a qui sont très courageux, qui sont allés jusqu'à la fin du jeu. C'est assez long d'ailleurs. Voilà un exemple d'échec au départ qui s'est transformé en leçon. Pour moi, en leçon de vie, finalement, j'ai appris ce que c'était que le cinéma, ce que c'était qu'un tournage, le rôle de la script, le fait qu'il faut beaucoup préparer et qu'il faut beaucoup tourner pour obtenir quelques minutes de film utilisable. Enfin, voilà, j'ai intégré un peu l'univers du cinéma et j'aimerais bien recommencer d'ailleurs et continuer à faire cette recherche du film interactif, le vrai. Oui, c'est top et c'est un exercice qui est aussi très difficile, comme tu l'as dit, parce que le cinéma a des codes, le jeu vidéo a des codes, et quand on mixe les deux, c'est quelque chose de très particulier. Donc, ouais.
Bah, je te souhaite de trouver la bonne formule et un bon projet et je suivrai ça parce que pour être joueur, bah, j'ai vraiment envie d'essayer. J'adore les jeux narratifs, donc Bah, écoute, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire cette expérience. Voilà, bah, je suis prête à écouter, à collaborer. Voilà. bah, super. Et puis moi, ce que j'aime le plus dans les jeux aussi, c'est souvent les histoires. Donc, en plus du gameplay, c'est vraiment l'histoire, donc c'est top. Bah, du coup, j'aimerais avoir un petit peu aussi savoir dans ça, ce que je peux appeler clairement la création. Quelle est l'œuvre dont tu es la plus fière, vraiment, aujourd'hui? Je crois que c'est mon premier jeu. Non, le deuxième, Freedom. D'accord. Freedom, c'est un wargame, on peut dire ça comme ça, FPS, on pourrait dire, mais on les appelait pas comme ça à l'époque, où on est un esclave qui doit s'échapper d'une plantation. Donc c'était un FPS à l'époque, c'était un peu comme Doom. Donc c'était Voilà. vraiment. Pour ceux qui savent pas, les FPS c'est les first person shooter, donc ça veut dire c'est comme les jeux où on voit le fusil là. Voilà, c'est ce qu'on Voilà. connaît le plus. Sauf qu'il n'avait pas d'armes. Oui. Donc, Bah oui, si c'était un esclave, oui. voilà. Et le propos, d'ailleurs, c'est un jeu comme mes Willow que j'ai aussi travaillé avec Patrick Chamoiseau, c'était de montrer l'esclave comme un héros. Parce qu'on montrait toujours, on montre encore d'ailleurs l'esclave comme quelqu'un qui courbe les chines, qui subit plutôt qu'il ne réagit. Et on a très peu de modèles, c'est venu après, de nègres marrons finalement. Ce sont des esclaves qui résistent, qui s'échappent d'ailleurs. En fait, c'était plus dans les plus grands pays que la Martinique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour s'échapper, pour échapper d'ailleurs la vigilance des poursuivants. C'était beaucoup plutôt en Haïti. Le phénomène du nègre marron, c'est-à-dire celui qui refuse la sujétion, qui refuse l'esclavage et qui va s'échapper, qui va marronner, c'est-à-dire survivre en fait dans la campagne, dans la montagne environnante et échapper à ses poursuivants, à ceux qui veulent nous mettre en esclavage. Voilà. Donc, Sachant, oui. Les oui, nègres marrons, c'est vraiment, je résume, ceux qui s'enfuyaient et souvent quand ils étaient rattrapés, ben soit ils se faisaient soit tuer, soit en exemple, soit ils se faisaient enlever un membre ou alors on le faisait souffrir beaucoup pour pas tout qu'il le à fait. Le refasse. châtiment était effectivement très, Très dur. très dur. Et mais on n'allait pas jusque-là. L'idée, c'était de reproduire l'habitation avec un grand H, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on appelait les plantations, le système hiérarchique, très hiérarchisé, des plantations de l'époque, avec une place pour géographique. Hein. C'était aussi topographiquement très, très précis. Un endroit où les esclaves vivaient, dormaient, qu'on appelait la rue Cazenègre d'ailleurs, qui a été popularisé par le film de Zane Balsi. Et puis, un espace réservé aux maîtres et aux dépendances, hein, la maison principale, la cuisine, etc. Puis un espace de travail avec la sucrerie, la romerie, et puis les entrepôts, oui. Et puis les champs de canne. Voilà, donc on avait reproduit tout ça. Et le héros, d'abord, on avait le choix entre 4 héros, 2 femmes, 2 hommes, parce que les femmes aussi n'étaient pas en reste dans la lutte pour la liberté. Pour ça s'appelait Freedom d'ailleurs. Et ce qui différenciait, il y avait un côté jeu de rôle. Hein, ce qui différenciait les personnages, c'est qu'ils avaient des caractéristiques d'agilité, de persuasion différentes suivant ce qu'on a choisissait. Donc, on avait ces compteurs qui s'affichaient et on choisissait en connaissance de cause. Et il y avait plusieurs étapes dans la conquête de la liberté. On était tout seul au départ, mais on ne pouvait pas s'échapper tout seul. Donc, il fallait, pour distraire l'attention des poursuivants, donc il fallait persuader d'autres esclaves de venir grossir le beau de la troupe. Hein. Et mais plus on était nombreux, plus on faisait du bruit, et puis on réveillait les gens, d'abord l'économe, puis le commandeur, etc. Et après, les chiens étaient lancés à notre poursuite. Tu parlais des châtiments. Et chiens qu'on combattait d'ailleurs au coutelas. Alors voilà quelque chose de politiquement incorrect, qui serait très difficile à refaire aujourd'hui, qui serait infaisable aujourd'hui. Et on pouvait se battre contre les chiens et s'échapper. Et comment dire, le succès était acquis lorsqu'on arrivait jusqu'à la rivière. Et là, la maman de l'eau nous sauvait de nos poursuivants. Voilà. Donc tu avais mélangé aussi avec les contes, Tout à les fait. légendes. Oh, c'est top. Bien, Ça m'a donné envie d'y jouer. Je vais essayer. Tout à
très très mal vieilli. Par contre, j'adorerais le refaire en vraie grandeur avec les outils d'aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, c'est un projet qui est dans les tiroirs, mais bon, faudrait vraiment être plusieurs à scénariser. Je m'y connais pas spécialement en jeu de rôle et jeu de stratégie aujourd'hui. Je suis plus dans le jeu d'aventure. Donc, il faudrait une équipe, et puis il faudrait un financement pas possible. Aujourd'hui, ça coûte très très cher parce que l'image coûte cher. Oui. Elle est très belle, mais elle coûte cher. Tout à fait. Et du coup, on arrive dans la dernière ligne droite. Juste avant ça, je parlais de David Cash tout à l'heure parce que vous faites partie des personnes dans le domaine du jeu qui ont reçu une distinction particulière qui est la Légion d'honneur. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir cette distinction qui est récente d'ailleurs. Oui, date de 2018. En effet, le premier effet, ça a été un effet de surprise parce que j'ai reçu un mail du CNC, oui c'est ça, me disant que ma candidature, il pensait proposer ma candidature à la chancellerie pour qu'on m'attribue la Légion d'honneur. Donc moi, j'en bafouille parce que je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie à l'époque. Je pensais que c'était un canular en fait. Et puis, comme il y avait un nom et un numéro de téléphone à la fin du mail, j'ai appelé. On m'a dit non, c'est pas un canular, c'est vraiment vrai. On voulait vous proposer votre candidature. Et ils m'ont expliqué comment ça se passe. En fait, chaque ministère propose des personnes méritantes chaque année, ou même 2 fois par an, parce que quelquefois il y a plusieurs sessions dans une année, de ceux qui pensent être méritants pour pouvoir obtenir la Légion d'honneur. Alors tous les ministères s'y collent, hein, et là c'était le ministère de la Culture qui me proposait. Alors j'étais surprise parce que je me disais, mais la Légion d'honneur, c'est pas pour les héros de guerre, pour ceux qui ont accompli un exploit de guerre, enfin militant. Et je dis, si, mais la société civile aussi est impliquée. Donc on pense qu'en tant que pionnière dans le jeu vidéo et puis l'ensemble de votre carrière, en tant que femme ingénieure, vous méritez cette distinction. Alors, bon, je dis, ok, je suis d'accord. Et puis, voilà, ils ont proposé ma candidature. Alors, il faut passer devant un jury, enfin, la candidature, hein, pas la personne. C'est-à-dire, le dossier passe devant un jury qui décide ou pas d'accorder cette Légion d'honneur. Mais je pense qu'ils sont assez positifs, en fait. Ça ne doit pas être très compliqué dès l'instant où le ministère a proposé la candidature, c'est que la personne est censée être méritante. Voilà. Oui, il y a un filtre déjà, oui. Voilà, ça a été un honneur pour moi. Alors, quand ça s'est concrétisé très exactement le 14 juillet 2018, je retiens cette date parce que c'est la date aussi où on a été champion en football. Tu te souviens, le 14 juillet 2018. Et, oui, parce qu'il y a eu d'abord 98 et après, 20 ans plus tard, la nouvelle. Oui. 2018. Donc, j'ai appris la nouvelle parce que j'étais chez des amis et on attendait le match. Et je savais que le journal officiel allait sortir ce jour-là. Et j'ai dit à mes potes, vous voulez regarder le journal officiel? Je voudrais regarder un truc. Et puis, ils ont regardé. J'ai dit, regardez ceux qui ont été nommés aujourd'hui. Alors, ils regardent. Et ils me disent, ah, Muriel Tramis. J'étais à la fin puisque, tu sais, à la lettre T. Et voilà. Eh bien, j'avais dit ça à personne, donc mes amis étaient très étonnés. Alors du coup, oui, une certaine fierté pour moi, pour la femme ingénieure que je suis, donc pour le métier, pour mon école qui m'a formée, l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, et puis pour mes collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec moi aussi, et pour la profession. Juste pour terminer, quand on reçoit la Légion d'honneur, en fait, on doit non seulement payer la décoration, la médaille. En fait, on ne reçoit pas de subside, hein, on n'est pas payé pour ça, il n'y a pas de budget alloué à ça, et on doit organiser la cérémonie soi-même. Alors, je me suis demandé où j'allais l'organiser parce que j'étais rentrée je suis rentrée en Martinique. Après, je vivais en Martinique déjà. Je vis en Martinique, en fait, depuis 2015. Donc, je me suis dit, rentrer là-bas, rentrer ici. Comment je vais faire? Où je vais l'organiser? Est-ce que je l'organise en Martinique, la cérémonie, ou est-ce que je l'organise à Paris? Je me suis dit, il vaut mieux que je l'organise à Paris parce que c'est le ministère qui m'a reconnue. C'est là que j'ai fait mes études. C'est là que j'ai justement eu le plus gros de ma carrière professionnelle. Je vais l'organiser à Paris. Mais comment?
Puis j'ai eu cette idée géniale de m'adresser au CEL, le syndicat des éditeurs de loisirs logiciels, qui organise plein d'événements, notamment le Paris Game Week, qui est Oui. l'événement parisien le plus important sur le jeu vidéo. Et je leur ai dit, est-ce que est-ce que ça vous plairait d'organiser la cérémonie avec moi au sein du Paris Game Week, le futur qui devait avoir lieu en octobre 2018. Ils ont été royaux parce qu'ils m'ont dit oui tout de suite. Ils m'ont dit d'accord, on organise tout, on te fait venir et on organise la cérémonie à l'ouverture du Paris Game Week 2018. Et ils ont mis tous leurs moyens de com et tout à ma disposition. Je leur ai envoyé les gens que je voulais inviter. Ils ont tout organisé et ça s'est déroulé. Donc, le premier jour du Paris Game Week en octobre 2018. Et ça s'est super bien passé. Donc, j'ai invité surtout des collaborateurs, ex-collaborateurs de Cocktail Vision, qui sont pratiquement tous venus. Voilà, ça s'est super bien passé. Et le secrétaire d'État au numérique, qui était Mounir Majoubi à l'époque, c'est lui qui est venu, je l'ai choisi pour me décorer. Donc, ça m'a permis de faire un lien entre la culture et le numérique. Donc, le jeu vidéo, c'est effectivement au croisement des deux. Voilà. Ah bah, c'est vraiment génial et puis bravo à toi parce que c'est vrai que c'est une belle distinction, surtout quand on sait ce que tu as apporté. Et moi, le petit garçon qui jouait à ce que tu as créé, bah oui, je sais que ça a eu un impact sur ma vie, j'ai encore les souvenirs aujourd'hui. Donc comme quoi, C'est vrai que je reçois beaucoup de lettres de personnes qui ont connu pratiquement tous mes jeux, hein, mais que ce soit mes Wheel of Freedom d'ailleurs, qui ont été publicités très récemment encore, mais le bouquin n'est pas encore sorti, je crois, par une historienne de l'Université de Californie, San Marcos en Californie, qui travaille sur la révolution haïtienne, sur les nègres marrons et tout, qui est tombée sur Freedom et qui m'a interviewée. Donc, c'est encore très vivace aujourd'hui. Sinon, je reçois beaucoup de lettres maintenant, c'est plus des lettres, mais des coms sur LinkedIn, etc., de gens qui ont connu Fascination, Emmanuel Geisha, Fascination, Lost in Time, Urban Runner aussi, mais aussi des Goblins, Goblins 1, Goblins 2, Goblins 3, que j'ai fait avec mon collaborateur Pierre Gilode, Woodruff, bref, mes anciens jeux. Et puis, tout ça, ça me donne envie. Donc, je parlais tout au début, et là, on va boucler la boucle. Je suis au seuil de ma 4e vie professionnelle. J'ai envie de revenir donc aux jeux vidéo parce que c'est l'époque où j'ai été la plus heureuse. Et je suis en train de concocter un nouveau scénario que j'ai appelé Remembrance, où je vais reprendre les thématiques qui me sont chères, c'est-à-dire la société créole du 19e siècle, toujours à Saint-Pierre, à l'époque où elle n'avait pas encore été détruite par le volcan, et montrer, mais avec un prolongement, je vais montrer, en fait, je vais faire une comparaison entre 1840 et 1900. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? En fait, c'est avant l'abolition et après l'abolition. Voilà. d'accord. Et ce qui permet d'expliquer le préjugé de couleur et ce qui est à l'origine des discriminations que l'on a aujourd'hui, que certaines populations ont aujourd'hui. Voilà, enfin bon, bref, tout un programme historico-culturel, mais où on va s'amuser beaucoup aussi parce que ça reste un jeu tout de même. Ben, j'ai hâte de suivre ça, je vais le suivre de très près. Est-ce que tu as encore 2 minutes? Je sais que tu as un impératif, mais 2 petites minutes Oui, pour les questions flash. Tu réponds très très vite. Voilà, je te réponds question-réponse, très vite, spontanément. Déjà, quel est le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre la même carrière que toi, et je parle dans la création, jeu ou écriture? Oh là là, étant donné que je ne suis pas les conseils, je n'ai suivi les conseils de personne, je suis bien à même de donner un conseil. Sinon, si on vous dit que c'est pas possible, n'écoutez pas. Voilà. Bah super, d'ailleurs ça a atomisé la question de le meilleur conseil puisque apparemment tu écoutes personne, donc c'est un bon conseil. C'est aussi une façon de faire et j'adore. As-tu des inspirations ou modèles, des gens qui t'inspirent? Longtemps, j'ai été inspirée par, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, avec un généticien, Albert Jacquard, parce que je m'intéresse beaucoup, j'essaye de peaufiner ma culture scientifique. Donc, D'accord. depuis très jeune, je m'intéresse à l'astrophysique et à la génétique. Donc, l'infiniment grand et l'infiniment petit finalement. Donc, c'est Albert Jacquard qui m'a fait comprendre que la notion de race, en fait, n'existait pas pour l'être humain
que nous n'étions qu'une seule, d'ailleurs on dit pas race pour les êtres humains, une seule espèce, et que toutes ces questions de couleur, de différence, à cause de la couleur de la peau, tout ça c'est vraiment artificiel et ça ne devrait pas exister. Donc c'est un credo que je poursuis tant que je peux. Je pense qu'on n'est pas assez au courant de ça, on n'apprend pas assez ça. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces préjugés de couleur qu'on a aujourd'hui, de méfiance vis-à-vis de certaines populations qui font le malheur des migrants, etc., etc. Enfin bon, c'est un très très long discours, mais voilà, c'est par la génétique que je suis arrivée à ça. Et si on en savait un petit peu plus sur la génétique, peut-être qu'on ferait moins de différence. Oui, la clé, c'est la connaissance, et plus on sait, moins on a peur et moins on rejette. D'ailleurs, qui est bien mise à mal avec les fake news que l'on a qui circulent. Voilà. Si on avait un peu plus d'esprit critique et un peu plus de culture scientifique, on serait moins crédule. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Je ne suis pas du matin. D'accord. Comme tous les informaticiens, je travaille la nuit. Donc, j'ai hyper du mal à me lever le matin quand j'ai bossé jusqu'à 4-5 heures du mat. Alors, ce que je fais des fois, c'est que je me mets des rendez-vous le matin, pas très tôt, mais à 10-11 heures. Comme ça, au moins, je suis sûre de me lever parce que j'aurai un rendez-vous. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si. Et si tu avais l'occasion de te voir à 16 ans, rencontrer la Muriel qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais ce qu'on aurait dû me dire à 16 ans. C'est bien beau, ma chérie, de suivre ton instinct, tes intuitions et d'aller vers tes besoins. Mais pense à thésauriser, pense à ta retraite, pense à ta vieillesse. Ce que je n'ai pas suffisamment fait. Thésauriser, hein, je n'ai pas dit théoriser, mais c'est-à-dire à rassembler un petit pécule pour quand je ne travaillerai plus, quoi, en gros. Oui. Parce que j'ai gardé une âme et un tempérament d'artiste, c'est-à-dire que je suis pas ingénieur de ce côté-là, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais le plus voir changer dans le monde? Ah ben, je te l'ai un petit peu répondu. Hein, sur on va dire que c'était toute la partie sur la relation à l'autre, les différences de race, etc. Et j'aimerais savoir, vraiment, la avant-dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je vais répondre par une pirouette. Hein. Tu m'as pas demandé si j'étais célibataire. Ah, bah, es-tu célibataire? Ben oui, je le suis. Voilà. Voilà, donc j'attends des propositions des uns et des autres. Donc je mettrai tes contacts en dessous, comme ça, s'il y en a qui sont intéressés. C'est facile à vivre, je n'embête personne, j'aime bien jouer, vous voyez, donc je suis un cœur à prendre. Voilà, mais pas du matin, n'oubliez pas. Et c'est quoi pour toi qui fait le game? Qui fait le game? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que je suis plutôt du côté de celui qui fait que celui qui joue. Super. Voilà. Bah écoute, Muriel, merci beaucoup. Il y aura encore tellement à partager, mais tu as un agenda qui est assez chargé et je ne vais pas abuser plus de ton temps. En tout cas, merci pour tout ce que tu as apporté et tes partages d'expérience. S'il y en a qui sont intéressés pour en savoir plus sur tes projets et tout, je mettrai des références en descriptif. Et du coup, bah, encore une fois, merci à toi. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Eh bien, écoute, je suis tout à fait ouverte à toutes les propositions non, pas de célibat, hein, pas pour faire des interviews, des talk shows de la sorte. J'aime bien, discuter avec des étudiants. D'ailleurs, ça m'est arrivé de donner des cours, de motiver aussi les femmes. Parce qu'il y a des places à prendre, on manque d'ingénieurs dans ce pays et les autres pays autour sont en train de nous donner le pion, donc on a besoin de vous les femmes, aller vers les carrières scientifiques et techniques parce qu'on va manquer d'ingénieurs et nous sommes top en tant qu'ingénieurs. Super bien, merci beaucoup, le message est bien passé, vous savez ce qu'il vous reste à faire et puis on se retrouve très bientôt dans le podcast et merci à toi Muriel, à très bientôt. À bientôt, au revoir Joanne. Ciao.
Waouh, c'était vraiment passionnant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus sur tous ces projets magnifiques. Vous pourrez me dire en retour s'il y a un point que vous avez envie qu'il soit développé, on aille beaucoup plus loin, tellement il y a à dire. Et puis comme ça, on pourra peut-être faire une prochaine interview avec Muriel, peut-être axée plus sur un point spécifique qui peut vous intéresser et aussi mettre en place au niveau technique, peut-être une rencontre physique pour pouvoir le faire dans des meilleures conditions techniques, on va dire. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous pouvez, enfin si vous voulez contacter Muriel, en savoir plus sur ce qu'elle fait, vous avez les informations, enfin sur plusieurs projets, ses contacts, etc. dans les descriptifs, les notes du podcast. Et puis si vraiment ça vous plaît ce format, si ça vous aide, partagez, parlez-en autour de vous et puis surtout laissez des reviews sur iTunes pour référencer, faire connaître le podcast. Ça aide, des petites étoiles. Et puis si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et puis bien entendu likez, laissez un pouce en l'air. Bref, vous connaissez le message, mais si vraiment ce travail vous plaît, laissez des retours, ça aide à pouvoir le faire connaître encore plus. Sur ce, je vous retrouve avec des prochains et futurs invités, des parcours encore inspirants, atypiques, et je vous souhaite plein de succès et continuez, comme on l'a dit, de kiffer le game. À très bientôt.